Bonjour à tous, nous sommes ici au Conseil économique et social et environnemental. Nous nous réunissons tous les soirs pendant cette semaine du sommet de Rio, Rio plus 20, sommet de la Terre. Et nous sommes avec des experts en débat chaque jour et en écho de la négociation qui a lieu ou qui démarrera dans quelques heures à Rio. Ce soir, pour parler de territoire durable, plaisir d'accueillir Bertrand Pancher. Vous êtes député de la Meuse. Vous avez représenté à plusieurs reprises à Copenhague, à Cancun, à Durban, le Parlement français en marge de ces négociations du G20. Et puis vous êtes aussi président d'une association assez connue chez tous les spécialistes du débat public et du vivre ensemble, on va dire plus largement, qui est l'association Décider ensemble, une association très active et que la rédaction d'Acteurs Publics croise souvent au moment de ses enquêtes. Voilà, et puis notre invité ce soir, Yves Verrier, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental, vous êtes président de la section Affaires européennes et internationales et c'est cette section qui a rendu l'avis désormais assez célèbre, l'avis du CESE sur la situation de Rio plus 20. Alors, à l'un comme à l'autre, on doit parler de territoire durable ce soir. Vous redirez ce que vous mettez derrière cette appellation de territoire durable, mais au moment où Rio s'engage, êtes-vous optimiste, sceptique, Rio sceptique? Qu'est-ce que vous en attendez, monsieur le député? Je suis lucide. Nous nous rendons bien compte que la crise économique, la violente crise économique fait que beaucoup de pays souhaitent que l'on puisse diminuer les contraintes plutôt que de les augmenter, mais en même temps, la crise économique est la résultante de la crise environnementale et des matières premières. Et nous voyons bien que nous sommes tenus de nous engager vers un nouveau modèle de société. Or, Rio plus 20, après les grandes conférences sur le réchauffement climatique, c'est aussi l'opportunité de s'engager vers une nouvelle gouvernance mondiale. Et nous voyons bien les balbutiements de la mise en place de cette gouvernance mondiale. Donc je pense que, comme toutes les conférences internationales, nous allons aboutir sur des petites avancées, pas suffisamment importantes par rapport aux enjeux, mais des avancées quand même. Mais vous pensez que c'est une pierre sur le chemin qu'il faut absolument poser derrière toutes les autres qui sont issues de ces grandes conférences, de ces grandes messes? Qui aurait dit il y a maintenant quelques années qu'on allait aboutir à des grands rendez-vous aussi importants, qui il y a quelques années aurait parié sur un début de taxation des transactions financières, des transports aéronautiques. Voilà, je pense que tout doucement, nous avançons sur ces sujets. Alors voilà l'avis d'un parlementaire. Eh bien, je suis content ce soir de pouvoir avoir l'avis d'un membre du Conseil économique, social et environnemental et en plus du président de la section qui a rendu le fameux avis sur Rio plus 20. Monsieur Verrier. Écoutez, lucide, oui, il faut l'être lucide, mais il faut aussi avoir de l'ambition, être optimiste. Je pense que monsieur a parfaitement raison quand il analyse à la fois l'origine de la crise et l'effet de la crise sur une forme de prise de conscience, que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'il faut que les choses changent d'une manière radicale. Cela étant, il y a des résistances parce qu'il y a des situations d'urgence aussi. L'avis que nous avons rendu au Conseil économique, social et environnemental démarre sur cette situation d'urgence. Urgence sur le plan du climat, monsieur connaît bien puisqu'il était à Durban au moment des négociations climatiques. Nous avions d'ailleurs déjà rendu un avis à ce moment-là, en perspective de ces négociations. On sait que malgré que l'on ait tous conscience aujourd'hui des enjeux en matière de réchauffement, des enjeux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, l'année 2011 a été une année record, alors que nous sommes dans des cycles de négociations sur le climat qui visent à faire baisser ces émissions de gaz à effet de serre. On évalue aujourd'hui qu'entre 2005 et 2010,
240 millions de personnes auraient été victimes d'une manière ou d'une autre d'effets liés au climat, au changement, alors peut-être pas directement au changement du climat, on ne sait pas encore scientifiquement faire le lien direct entre évolution du climat et événements brusques en matière de météo, mais les populations des pays les plus directement concernés, celles qui sont au ras de niveau de la mer, qui subissent de temps en temps cyclones ou tsunamis, on le sait maintenant bien au Japon, on l'a vu en Indonésie, sont sensibilisés à ces questions. Donc, il y a à la fois un effet de mobilisation, des résistances parce qu'il y a des urgences, il y a encore une masse de population qui ne sait pas si elle aura assez à manger demain, qui n'a pas d'eau. Donc voilà, ces contradictions s'opposent. Des enjeux globaux, mondiaux, globaux, on va dire, hein, qui doivent se traduire par des politiques locales. Alors justement, puisque c'est le sujet de cette discussion, un territoire durable, dans un département comme la Meuse, ça s'incarne comment? Mais dans votre département ou ailleurs, qu'est-ce qui qualifie la durabilité d'un territoire et comment est-ce qu'on passe de ces grandes négociations et de ce qui quand même est un peu théorique et très global à une action très locale? La durabilité d'un territoire, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet d'évolution partagée. Et je crois que cette notion de partage des objectifs avec l'ensemble des acteurs, elle est vraiment particulièrement centrale. Notamment d'ailleurs, vous interrogez aussi un parlementaire qui est député de la Meuse, département rural, qui a vu au premier tour des élections présidentielles un Front national dépasser les 27%. Ce vote Front national est un vote non pas contre l'immigration, c'est d'abord une absence de compréhension, une absence d'adhésion et elle traduit l'isolement de beaucoup de populations. C'est le vote de l'isolement. Le monde de demain, c'est un monde de règles qui s'appuie bien entendu sur des valeurs, mais ces règles s'appuyant sur des valeurs doivent être partagées. Plus les risques sont importants, et Dieu sait que les risques sont importants, et Yves Verrier vient de le rappeler il y a quelques instants, plus nous devons mettre en place des solutions partagées avec l'ensemble des concitoyens. Nous ne pouvons plus passer en force, ni évidemment en catimini. La seule solution est de co-construire des projets. Nous sommes dans une métamorphose du monde et nous allons sortir vivants ou morts de cette métamorphose du monde. Je souhaite que nous sortions vivants à condition d'associer l'ensemble des personnes concernées. Il faut décider ensemble. Et c'est là où je dis il faut construire vraiment ensemble, faire partager les enjeux. Nous sommes un des pays les plus riches du monde, nous avons cassé le lien social. La première cause de retard des trains, c'est les suicides, plus de 500 suicides par an, plus d'un suicide par jour. Nous ouvrions les frontières, nous aurions 1 milliard d'individus pour venir chez nous, cherchons ensemble l'erreur. Nous voyons bien que nous devons reconstruire un monde nouveau pour s'approprier ces changements, pour voir dans quelle mesure tout ça est compatible avec ces crises devant nous des matières premières, de la biodiversité, comment éviter ces dettes environnementales et ces dettes climatiques. Nous ne pourrons le faire que si nous associons les populations concernées à cette évolution. Comment est-ce qu'on gère justement cet transfert de ce qu'on peut déjà appeler le passif environnemental qu'on a accumulé à beaucoup d'endroits de la planète, et puis aussi comment est-ce qu'on fait attention à ce que l'environnement ne provoque pas de troubles sociaux qui dépasseraient, vous parliez d'immigration massive et bien compréhensible d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'il faut faire très en amont, maintenant parce qu'on parlait du local mais sur un plan plus global, de façon à rééquilibrer les choses pour éviter des catastrophes qui seraient bien difficiles de juguler. Yves Verrier. Monsieur Bertrand Pancher connaît bien la situation locale et la réaction des personnes au niveau local. Ce que vous venez d'évoquer, c'est une réaction par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Et ce qu'on vit au quotidien aujourd'hui, effectivement,
n'est pas toujours très facile. La crise, elle touche au quotidien, sur l'emploi, sur la précarité, sur le mal-être, qu'il soit au travail ou en général. Vous venez de l'évoquer. Au moment de ces élections, que ça ne touchait pas que des désespérés, ça touchait aussi. Le vote Front National s'est aussi adressé à des gens qui n'étaient pas dans un besoin extrême, non, qui n'étaient mais pas justement, alors, mais qui avaient une angoisse plus forte que tout. Oui, mais justement, ce qui se passe, c'est que tout le monde réagit à ce qu'il vit au quotidien, autour de lui, immédiatement, localement, mais tout le monde, de plus en plus, comprend bien que ces choses se passent parce qu'il y a une espèce d'ordre mondial, qui soit économique, financier. La crise, on a beaucoup parlé de la crise financière. Aujourd'hui, il n'y a pas quasiment une collectivité locale, un hôpital, qui ne soit pas confronté à la question des emprunts toxiques qui viennent de cette architecture financière mondiale qui a complètement échappé au contrôle, on va dire, raisonné des hommes et des femmes. Bon. De ses créateurs. Voilà. Alors, de plus en plus, c'est pas toujours conscient, et c'est les organisations. Alors, les partis politiques ont un rôle majeur, bien évidemment. Les partis démocratiques, républicains en France ont un rôle majeur à remplir. Les organisations syndicales, les associations, donc je vais parler un peu là pour le Conseil économique, social et environnemental, évidemment, ont un rôle majeur parce qu'elles aussi regroupent au niveau local, associent sur des projets qui soient environnementaux, sociaux ou autres, les citoyens au quotidien, mais beaucoup d'entre elles, en particulier les organisations syndicales, les organisations des employeurs aussi qui sont représentées au sein de ce Conseil, ont une articulation à l'échelle mondiale et sont capables d'articuler l'action locale avec le besoin d'action mondiale. Notre avis plaide, par exemple, pour la mise en place d'une organisation mondiale de l'environnement. Bon, ça paraît très lointain, ça paraît un autre machin, entre guillemets, qui échappe peut-être au quotidien. Mais l'objectif, c'est de faire qu'on ait des normes qui deviennent contraignantes, qui soient effectivement parce que le climat, la biodiversité, les océans, c'est un enjeu mondial, et qui puissent ensuite décliner. Rio+20 a adopté, vous devez connaître ça, un agenda 21 pour le 21e siècle d'action qui se décline pour les collectivités locales et les collectivités territoriales et qui a été pris en main par ces collectivités territoriales. On parlait de Rio, vous parliez du rôle des syndicats. Je vous emmène à Rio là un instant. On a l'interview de Thierry Dedieu, du secrétaire confédéral de la CFDT, Daniel Jeunesse de la CGT, et puis je pense qu'il y avait bien entendu des gens de FO qui sont à Rio en ce moment. Il y a eu une grande réunion des syndicats, une réunion mondiale de 100 syndicats venant de 70 pays il y a quelques jours, et on a cette interview que je voudrais partager avec vous et puis que vous me donniez votre avis sur, on ne peut pas parler de pessimisme, mais au moins de scepticisme. À l'occasion de Rio+20, tous les syndicats du monde se sont rassemblés pendant 3 jours pour la grande conférence du CSI, la Confédération syndicale internationale. 100 syndicats venant de 70 pays différents étaient présents. Objectif, placer la question sociale au cœur des négociations entre les chefs d'État du monde entier. Le pavillon français accueillait aujourd'hui les acteurs de l'événement pour effectuer un premier bilan des discussions. Ce sont des moments très intéressants et positifs parce qu'on mesure l'évolution entre d'une part les syndicats des pays en voie de développement qui pendant des années ont pensé que développement durable ça voulait dire un frein à leur propre développement et qui petit à petit ont compris que c'était l'intérêt de tout le monde de trouver les voies qui leur permettent à eux leur développement mais qui soient différents du développement que nous avons connu nous dans nos pays ou que les pays émergents ont mis en place un peu dans la suite de ce que nous avions fait. Si la presse internationale considère avant l'heure que Rio+20 est condamné à l'échec, pour les syndicats français, la conférence des Nations Unies doit permettre au contraire de donner une nouvelle dynamique pour le développement durable dans le monde. Rio+20 va servir à quelque chose dès lors que les mobilisations se confirment et qu'au-delà de ce que les syndicalistes ont fait comme démonstration de capacité à s'unir dans le monde, avec la société civile, ces mobilisations portent les exigences et bousculent effectivement les chefs d'État pour qu'eux les prennent en compte et les entendent. Quand 170 millions de syndiqués se réunissent par délégués interposés et définissent une position commune, les États doivent aussi pouvoir le faire. Le congrès du CSI a abouti sur une résolution pour demander la reconnaissance du droit humain à la protection sociale. Elle sera remise aux chefs d'État du monde entier pour le sommet de Rio+20. Alors, Yves Verrier. Justement, alors d'abord, ce n'est pas du CSI, c'est la CSI, c'est la Confédération syndicale internationale, dont les principales organisations françaises, FO, donc vous le disiez, comme la CGT, la CFDT, sont membres. Moi, je reviens de l'Organisation internationale du travail, où se tenait la conférence internationale du travail ces 3 dernières semaines, 185 pays réunis. On vient justement
d'adopter une recommandation pour la mise en œuvre du socle de protection sociale. Aujourd'hui, on sait qu'on a 70 à 80% de la population dans le monde qui est exclue de tout ou partie de quelques systèmes de sécurité sociale en matière d'accès à la santé en particulier. Donc il y a un enjeu énorme de ce point de vue. Il ne faut pas oublier que le développement durable, c'est faire en sorte que le social, l'environnement prennent le pas, deviennent le guide de l'économie. Oui, mais justement, deviennent le guide de l'économie. C'est-à-dire que l'économie soit fabriquée pour qu'on progresse socialement, qu'on préserve l'environnement, et non pas l'inverse. Bertrand Pancher, vous mettez les choses dans le même ordre, le social et l'environnemental qui favorisent l'économique, ou l'économique au service comment... C'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire qu'un développement économique qui est déconnecté des considérations sociales et environnementales, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, on en mesure en permanence les conséquences. Les crises sont les crises des dérégulations, d'une consommation sans limite, sans avoir fait attention à chacun d'entre nous. Je pense que les règles sociales et environnementales sont également en train de se généraliser sur le plan international. Moi, je suis très frappé par les indicateurs sociaux et environnementaux à travers la réglementation sociale et environnementale mise en place par la France. C'était vraiment un des objectifs du Grenelle de l'environnement. Les décrets d'application sont maintenant pris. Les entreprises françaises de plus de 500 salariés vont être tenues de publier des indicateurs sociaux et environnementaux qui vont rentrer dans le cadre des assemblées générales et discuter dans l'assemblée générale des actionnaires. Ces indicateurs vont être publics. Nous allons pouvoir informer le consommateur de façon complètement transparente sur ces sujets. Je peux vous dire, pour en parler avec les responsables des grands groupes, que c'est un début de révolution. L'Union européenne travaille sur une réglementation équivalente ou sensiblement comparable. Les autres grandes entreprises mondiales travaillent aussi sur ce sujet. Donc on voit bien que tout ce qui était... Nous sommes en face d'une opinion publique de plus en plus éclairée, des consommateurs qui sont de plus en plus vigilants. Parallèlement, les États réglementent et je crois que nous pouvons tous ensemble avancer vers cette société idéale. Décider ensemble, tous ensemble, je vois que ça c'est vraiment le vocabulaire qui anime votre action. Écoutez, Bertrand Pancher, Yves Verrier, merci beaucoup pour votre éclairage. Bon, alors, une dernière petite chose, soyez carrément plus ambitieux, vous êtes politique et on compte sur vous. Les citoyens comptent sur le politique pour que l'économique soit mis au service du progrès social, du progrès de l'environnement. N'ayez pas peur de le dire. Nous sommes le produit. La planète existait, elle a créé la vie, on est apparu dans cet environnement, c'est l'environnement qui nous a produit. Nous, on a produit nos systèmes économiques. Les systèmes économiques doivent être au service de l'homme et de la planète et non pas l'inverse. Et c'est ce qui fait un territoire durable et c'est la plus belle des conclusions qu'on pouvait apporter à cette discussion. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous.